Alors, quel principe doit un web service respecter pour qu'il soit RESTful? Alors, pour qu'un web service soit RESTful, il doit respecter justement les 6 principes suivants, qui sont Uniform Interface, Separation of Concern, Stateless, Cacheable, Layered System, and Code on Demand. Alors, je vais commencer donc par les expliquer une à une. Que veut-on dire par donc celle qui est la plus simple ici pour nous, c'est Uniform Interface. Un service doit donc, ou bien un service reste un service pour qu'il soit un service reste, ou bien un service pour qu'il respecte les principes de l'architecture reste, il doit disposer d'une interface uniforme. Par uniforme, je veux dire quoi? Donc, peu importe la ressource qui est demandée, donc peu importe la ressource qui est demandée, la manière de la demander doit être la même, quel que soit le client qui la demande. Donc, toute ressource demandée doit tout le temps avoir la même URI pour tous les clients. Et ce, indépendamment de la manière avec laquelle elle est représentée côté fournisseur. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Ça veut dire si une ressource, c'est une ligne dans une base de données, et ben, le client n'a pas à savoir qu'il s'agit d'une ligne dans une table, dans une base de données, et il doit la renvoyer dans le format ou bien dans la représentation demandée par le client, par exemple en XML ou bien en JSON, peu importe la manière avec laquelle elle est stockée. Je m'explique, la même ressource, par exemple, dans dans deux fournisseurs de ressources différents. L'un, par exemple, il peut la stocker dans une base de données, alors que l'autre, il la stocke dans des fichiers. Si elle est demandée avec la même ressource, elle doit être renvoyée avec la même, elle doit, dans le même, donc, dans la représentation demandée, peu importe comment elle est stockée derrière. Donc, ceci pour le Uniform Interface. Un autre point, quand on dit uniforme, ça veut dire toutes les ressources doivent être décrites avec une URI. C'est pour ça, donc, je ne peux pas la décrire d'une autre manière, sinon les clients ne pourront pas la solliciter. Sinon, pour le deuxième point, c'est le separation of concern. Donc, pour une ressource, on a un client ou bien un resource requester et on a un resource provider. Donc, le resource requester a la tâche de générer la requête d'appel de la ressource et de demander la représentation dont il en a besoin. D'un autre côté, le resource provider, il a pour tâche justement d'extraire la ressource selon la représentation et dans l'état demandé et de la renvoyer. Donc, il faut faire attention donc, à garantir le découplage du resource provider du resource requester pour justement garantir la scalabilité du système et éviter le couplage entre eux et permettre justement qu'une même ressource puisse être invoquée par un nombre indéfini de clients euh, sans pour autant donc influencer ou bien influer la ressource en question. Le troisième point, c'est le layered system. Eh ben, c'est un point important qui justement permet la composition des services REST. Comment il le permet? Eh ben, il faut toujours se dire un système REST, il peut avoir plusieurs couches. Donc, un client qui demande donc une ressource bien particulière, il ne doit pas justement faire la différence ou bien comprendre si cette ressource, elle est venue directement du fournisseur de ressources ou bien elle est passée par plusieurs services. Je m'explique. Je m'explique donc, par exemple, une ressource peut avoir besoin, donc pour avoir une représentation bien particulière d'une certaine ressource, elle peut par exemple passer par plus qu'un service parce que chaque service, il va lui faire un traitement bien particulier. Donc, il faut que pour qu'un service puisse être RESTful, il faut qu'il accepte ce layering et il faudrait que le client, lorsqu'il émet une requête pour une ressource bien particulière, eh ben, il ne faut pas qu'il puisse différencier si qu'il y a que cette ressource ou bien cette représentation lorsqu'elle est acheminée au client, elle est passée par plusieurs couches. Donc, c'est le layered system auquel REST doit obéir.
Donc, et le principe suivant, c'est le code on demand. C'est donc cette propriété ou bien ce principe n'est pas vraiment obligatoire. Alors, c'est quoi, pourquoi il est optionnel? Parce que justement, dans certains cas, j'ai besoin que donc il y a le service, le resource requester, il demande une certaine ressource dans une représentation bien particulière. Et donc, lorsqu'elle est renvoyée donc, lorsque cette représentation elle a été préparée par le fournisseur de ressources et elle est envoyée au client, et ben, le serveur, il peut aussi envoyer avec la ressource du code qui va justement être exécuté cette fois-ci, non pas côté le fournisseur, mais côté client, et il va être exécuté sur cette ressource pour qu'elle puisse être affichée. Je prends par exemple le cas des requêtes AJAX, où en plus de la ressource XML qui a été demandée et qui est envoyée au client, il peut aussi, le serveur, envoyer du code JavaScript pour permettre justement l'affichage de cette ressource dans un code HTML côté client. Donc, cette fonctionnalité, elle est optionnelle, mais elle peut aussi faire partie, donc si elle est fournie dans un service, ça peut faire que votre service est un service REST. Le cinquième principe, c'est le stateless. Ça veut dire que mon service REST ne doit aucunement avoir un état. Et si l'état il est existant, il doit être géré par les sessions, comme il est le cas, par exemple, dans certains langages de programmation tels que Java ou bien PHP, où on a un session identifier qui est véhiculé dans l'URL et dans la ressource demandée. Donc, pourquoi? Eh bien, justement parce qu'une même ressource peut être appelée ou bien demandée par plusieurs clients. Donc, je vais ne pas mettre d'état, ça va permettre justement que cette ressource, elle peut être demandée plusieurs fois par plusieurs clients. Et justement, surtout, donc, dans le cas où cette ressource, et il s'agit d'une ressource donc idempotent, ça veut dire qu'elle est appelée par la méthode get et qu'elle peut être appelée plusieurs fois. Ce que j'y gagne, c'est que justement, avec la dernière propriété qui est le caching, c'est que si le caching il est possible, c'est que justement le serveur il peut mettre cette requête, cette ressource cette représentation de ressource lorsqu'elle est demandée par un client en particulier, il y a la possibilité de les mettre en cache ou bien par le client ou bien par le service. Et lorsque donc elle va être justement mise en cache côté serveur. Mais celui qui peut demander la mise en cache, c'est le client ou bien c'est le serveur. Lorsque donc la mise en cache elle est faite, donc je n'ai pas besoin donc je vais alléger le flux donc de données qui est circulant entre la partie cliente et la partie serveur. Et donc je ne vais la redemander que lorsque je ne vais la recevoir que une nouvelle ressource que lorsqu'elle est changée. Par exemple, donc comment ceci peut se faire? Il est fait au niveau du protocole HTTP lorsque le service REST, ils sont faits avec le protocole HTTP. C'est avec justement les HTTP caching headers, avec un entity ou bien e-tag header et avec une last modified header. Par exemple, alors, je prends par exemple directement donc, ce cas-là. Donc, on a deux requêtes successives pour la même ressource. Donc, dans la première requête, j'ai un request pour une ressource bien particulière. Donc, je vais avoir une URI avec le get, par exemple, comme HTTP verb. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le serveur dans ce cas-là? Si le caching il est activé côté le RESTful service, donc, qu'est-ce que je vais faire? Il va renvoyer non seulement la ressource, mais il va générer un e-tag ou bien l'entity tag. C'est quoi l'entity tag? Eh bien, l'entity tag, ça va être un hashcode qui va permettre justement d'identifier de manière unique cette ressource. Donc, dans la requête suivante du même client, eh bien, le client, lorsqu'il va demander cette même ressource, il va envoyer le if not match header avec le e-tag. Et le serveur de son côté, il va justement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, donc si la ressource qu'il a n'a pas changé justement entre-temps, il va lui générer un e-tag et il va le comparer à l'e-tag qu'il a reçu du client. Si jamais il coïncide, donc dans ce cas-là, tout simplement, il va renvoyer au client un 304 not modified status code et il ne va pas renvoyer la ressource parce que de la sorte, donc le client va recevoir sa réponse plus rapidement, justement parce qu'il ne va pas attendre que le serveur il va générer la représentation de la ressource et de la sorte, le client va savoir qu'il peut utiliser justement la ressource qui a été en cache chez lui. En contrepartie, si jamais eh ben, cette ressource elle a été modifiée entre-temps côté serveur, par exemple, c'est une ligne dans une base de données qui a été modifiée, et ben, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui se passe lorsque le serveur il va modifier le e-tag
reçu avec le e-tag généré, il va trouver que ce n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va renvoyer la nouvelle ressource avec la réponse de son OK au client. Donc, c'est là donc le principe, en bref, du caching ou bien de la mise en cache des resource invocations. Là, on a des exemples donc, que je vous ai ramenés de requêtes et de réponses avec les différentes headers ou bien e-tag headers qui sont utilisés justement pour permettre le principe de cache pour les services REST. Alors, donc c'est tout pour les différents principes des services REST.